grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba, le grand dialogue. Studio Tamani vous dit bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue qui va réfléchir ce soir sur ce thème militarisation de la police et de la protection civile. Quel défi? Le 5 octobre 2022, la semaine dernière, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. L'objectif serait de sécuriser les zones libérées au front, selon le communiqué du Conseil des ministres. Quelle analyse donc de cette décision? Quels sont les défis et comment les réussir? Le grand dialogue pose le débat et nos invités sont Sidi Barka, président du Conseil régional de la société civile de Ménaka au nord du Mali, Amadou Lougué, président du Conseil local des jeunes de Bandiagara au centre du Mali et Dr Ali Tunkara, chercheur au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel avec nous dans ce studio. Madame Kadjatou Keïta, analyste des questions sécuritaires, nous rejoindra au cours du débat. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le grand dialogue. Je le disais tout de suite, le Conseil des ministres du mercredi dernier a adopté un projet de loi visant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Alors, on va à Ménaka, au nord du Mali, pour demander à Sidi Barka, vous êtes le président du Conseil régional de la société civile de Ménaka. Comment cette décision du Conseil des ministres a été accueillie dans votre localité? Ok, bonsoir, chers auditeurs. Merci pour cette question. Donc, à Ménaka, je pense que cette question est vraiment très bien accueillie par la population. Parce que, vu tout ce que nous avons vécu et nous sommes en train de vivre actuellement, je pense que militariser tous les corps d'armée est une nécessité. Mais si cela vraiment a été pris en conseil de ministres, nous ne pouvons qu'applaudir et accueillir ça avec joie et unité. C'est vraiment une très bonne chose parce que nous connaissons les difficultés dans lesquelles nos armées sont en train de vivre. Et je pense que lorsqu'on augmente sur le corps, tout le monde est militarisé, ça pourra vraiment beaucoup aider la population à être sécurisée. Donc nous l'accueillons vraiment avec joie. Donc vous accueillez ça avec joie parce que vous voyez à travers cette décision une augmentation des effectifs, des éléments qui doivent assurer la sécurité dans la zone. C'est bien cela? Sûrement, c'est ça. On va donc à Bandiagara. Amadou Lougué, vous êtes le président du Conseil local des jeunes de Bandiagara. Comment cette décision est accueillie dans votre localité à vous aussi? Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Studio Tamani. Au niveau de Bandiagara, la population a accueilli avec joie et grande satisfaction cette décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres dernier. Alors nous estimons à travers cette décision que nous qui vivons ici au centre, très meurtris par les attaques des terroristes, ça va nous pousser vraiment à vraiment accueillir ça et puis soutenir nos armées, soutenir la police à aller vraiment occuper les zones libérées par vraiment l'armée. Donc la population de Bandiagara est très contente et puis nous saluons cette décision qui a été prise au niveau du Bamako. Vraiment on est très contents. Parce que contrairement aux autres localités, la région de Bandiagara a été la plus atroce en termes d'attaques de tueries, de détails importés. Et si aujourd'hui le gouvernement de Mali prend cette décision, nous faisons saluer ça. Et ça va permettre également à la police nationale, à la protection civile, de jouer aussi pleinement leur rôle. Et vous savez que par le passé, la police était militarisée. Et par la suite, ils ont démilitarisé en reprenant cette décision. Nous sommes fiers et puis très contents de cette décision. Merci bien. Merci Amadou Lougué. Restez avec nous pour la suite du débat. On donne la parole à Dr Ali Tunkara. Dr Ali Tunkara, M. Lougué vient de le dire, ce n'est pas la première fois que la police malienne va être militarisée. Elle l'était déjà et le gouvernement annonce qu'elle va redevenir militarisée. Quelle analyse faites-vous de cette décision du Conseil des ministres? Je comprends aisément le sentiment du choix qui soit exprimé par les communautés, notamment celles en proie aux attaques terroristes depuis 2012,
2015 pour les cas précis de Banyankara et au-delà. Mais lorsqu'on interroge objectivement les raisons évoquées par l'État du Mali en allant vers la rémilitarisation, comme ça a été évoqué, vu que la police avait été militarisée, enfin elle était sous le président Moussa Traoré, on se rend compte que vouloir aujourd'hui brandir l'offre sécuritaire pour justifier une telle militarisation pourrait un peu paraître comme quelque chose d'inachevé. Les raisons qui ont amené les Maliens dans les années 90 à demander à ce que la police soit démilitarisée, notamment cela va être acté après l'adoption de la nouvelle constitution en 1993, la police va être officiellement démilitarisée. Mais il ne faut pas quand même oublier quelles sont les raisons qui ont conduit à sa démilitarisation. Beaucoup de Maliens ont vu en la police, lors des événements qui ont précédé la chute du président Moussa Traoré, comme un corps qui était resté trop fidèle non seulement au régime déchu du président Moussa Traoré, mais dans le même temps un corps qui avait été jugé par moment ou par endroit de recourir de façon disproportionnée à la force, notamment à la violence. C'est vrai, on a assisté à partir des années 2000 une démilitarisation couronnée par l'émergence d'un nombre extrêmement élevé de syndicats au sein de ce corps, avec cette ruée vers le syndicalisme, au-delà des pratiques orthodoxes qu'on pourrait reprocher à la police ça et là. Beaucoup voient en la police aujourd'hui comme un corps, au lieu qu'elle soit gage d'assurance, elle est un corps qui inquiéterait davantage à travers les agissements d'un certain nombre d'acteurs de la police, notamment toutes ces questions de raquettes, toutes ces questions de comportements parfois qui n'honorent même pas le métier, le fait que des policiers sont parfois dans des camionnettes ou dans des véhicules déjà c'était fait en train de défiler sur les artères sont entre autres de comportements qui ont amené l'élite militaire au pouvoir à défaut de pouvoir apporter un correctif du point de vue comportemental, de surseoir de façon intelligente à ce syndicalisme ambiant au sein de la police. Mais je pense que... Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut appeler aujourd'hui une punition intelligente? Pour beaucoup de policiers, cette décision, quand on interroge un peu certains officiers supérieurs de la police, ils voient ce projet de loi, ça reste quand même à l'étape du projet, non seulement comme une punition, mais dans le même temps, une façon pour l'État de couper court au syndicalisme. Mais l'efficacité de l'action militaire qui pourrait venir de la police, je pense que du point de vue analytique, c'est quand même difficile à soutenir. Prenons seulement les policiers aujourd'hui qui sont opérationnels ou qui sont en activité. Maintenant, dans le projet, on ne sait pas comment est-ce que allons-nous avoir recours de nouveau à ces policiers, à ce qu'ils soient reversés dans des centres de formation militaire. On va revenir sur ça et même évoquer l'aspect souligné par le gouvernement qui indique que c'est une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Mais Monsieur Sidi Barka, vous estimez aujourd'hui que la population de Ménaka est contente de cette décision prise par le gouvernement. Monsieur Dr Ali Tounkara soulignait tout de suite certains aspects qui ont notamment poussé à la démilitarisation de la police aux années 90. Est-ce que ces risques évoqués par Dr Ali Tounkara, notamment les raquettes et autres, vous inquiètent, vous, à Ménaka? Merci. Merci pour ce rappel du docteur. Moi, je pense que cette décision a été prise après vraiment un constat. Comme vous le savez, depuis 2012, nous avons constaté quand même vraiment la nécessité quand même d'une armée vraiment unie et forte. Et cela ne peut se faire que lorsqu'on pense aux autres corps d'armée pour les militariser. Et lorsque vous avez un commissariat et un camp militaire, en cas d'éclat,
les besoins vont se sentir seulement vers des camps militaires. Alors que si on militarise tous les corps d'armée aujourd'hui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui va beaucoup diminuer. Aujourd'hui, nous avons pas seulement l'insécurité, les terroristes, nous avons aussi des bandits, des grands chemins qui sont là. Si la police est militarisée ou la gendarmerie est militarisée, je pense que ça va amoindrir les risques et ça va apaiser beaucoup la peur des populations. Monsieur Barka, une précision pour les auditeurs et auditrices. Quand vous dites « nous avons pris cette décision », est-ce que vous parlez de la population de Ménaka, notamment à travers les discussions qui ont eu lieu lors des Assises nationales de la refondation, ou est-ce que vous parlez tout simplement de cette décision prise par le gouvernement? Non, bon, nous suivons tous les cheminements des assises nationales jusqu'à la décision prise par le gouvernement. Et ce que nous sommes en train de vivre. Alors, vous disiez tout de suite que cette décision va vous aider à faire face aux difficultés rencontrées. Je souligne aussi que le gouvernement déclare que cette militarisation permettra de déployer les deux unités, la police nationale et la protection civile, dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des groupes terroristes. Est-ce que vous pensez que la police et la protection civile militarisée peuvent empêcher le retour des groupes terroristes dans ces différentes zones? Bon, c'est bien sûr, on ne peut pas directement affirmer que tu peux empêcher, mais réellement si ce nombre de policiers et de la protection civile sont militarisés et qui sont redéployés au nord ici, avec l'armée, je pense que le risque serait très, très, très moindre. Les terroristes sont ceux qu'ils sont, mais quand même, je pense que militariser ces corps est très, très nécessaire pour le Mali actuel. Tout le monde est conscient de l'insécurité et on a besoin vraiment de ces corps pour apaiser la tension, pour sécuriser la population. C'est très nécessaire pour nous aujourd'hui. Alors, à Bandiagara, Amadou Lougué, quand on va parler de Bandiagara au centre du Mali, on peut penser à l'insécurité, les attaques qui se sont multipliées ces derniers temps, mais également il y a la présence des milices. Comment vous analysez la militarisation de la police et de la protection civile avec la présence des milices dans la zone? Effectivement, nous, en termes d'analyse, nous accueillons avec cette décision. Bien avant cette militarisation au niveau de la région, la milice du mouvement Daman Massagou et les forces armées de sécurité travaillent ensemble. Alors, si aujourd'hui l'État prend une décision pour militariser effectivement la police nationale et la protection civile, je pense que c'est une très bonne chose. Cela même vient enlever des épines du pied de la population de Bandiagara, parce que ça va non seulement renforcer l'effectif des forces armées de sécurité, mais également augmenter la capacité opérationnelle sur les stades d'opération. C'est vraiment important. Ça va également permettre au mouvement d'autodéfense de Massagou de se reposer un peu afin de pouvoir au moins voir maintenant l'évolution de la situation. Moi, je dirais, même on aller plus loin, parce que lors même des échanges au niveau des rencontres, je dis, mais pourquoi l'État ne recrute pas beaucoup de jeunes dans les rangs de l'armée pour au moins permettre à la récupération de notre territoire? Et si aujourd'hui, cette décision phase qu'ils viennent de prendre, moi, je pense qu'au niveau de Bandiagara, principalement la région de Bandiagara ici, ça serait peut-être une cohabitation entre la milice d'Anna Massagou et également la police nationale et la protection civile. Voilà. Donc vous pensez aujourd'hui qu'il faudrait, à travers cette militarisation, quand elle sera bien sûr effective, de la police et de la protection civile, notamment au centre du Mali, qu'il faudra une cohabitation entre cette police militarisée et les milices qui existent dans ces zones? Effectivement. Parce qu'il faudrait ça. Là même, ça va permettre également aux forces armées maliennes, comme ils ont indiqué dans leur décision, de reconquérir effectivement les zones libérées. Vous savez, ça a été chaque fois le choix le plus ardent des
responsables de ces mouvements. Ils ont même dit chaque fois un hectare ou un centime d'hectare ou un centime de mètre carré récupéré doit être ce qu'on a sécurisé par l'armée malienne. Comme l'effectif étant petit, si aujourd'hui l'État vient de prendre cette décision, ça va permettre vraiment aux autodéfenses et aussi à la police de sécuriser les zones récupérées. Alors, M. Lougué, on va donner la parole à Mme Kadiatou Keïta, analyste des questions sécuritaires. Je le disais au début du débat que vous allez nous rejoindre au cours de cette émission. On parle de cette militarisation de la police et de la protection civile. Quelle analyse faites-vous de cette décision, puisque M. Lougué dit qu'au centre du pays, à Bandiagara, la décision est saluée par la population. M. Barka également, qui est de la société civile de Ménaka, estime que c'est la même situation là-bas. Et Dr Ali Tunkara a soulevé certaines inquiétudes liées à cette décision. Vous, quelle est votre analyse de cette situation? Merci beaucoup. Alors, effectivement, je pense que c'est compréhensible que ce soit une décision qui soit saluée aujourd'hui par une partie de la population, parce que rappelons quand même que cela faisait partie des recommandations des Assises nationales de la refondation, où il y avait quand même plusieurs représentants de la société civile malienne qui ont fait cette analyse-là. Et ça répond aussi à une partie de la préoccupation dans le sens où cela faisait très longtemps que l'une des solutions proposées pour un retour de l'État dans le centre du Mali et dans le nord également, c'était de pouvoir faire en sorte que les sous-zones qui étaient libérées entre guillemets par l'armée puissent le rester très longtemps. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ce qu'on avait vu, les victoires auxquelles on assistait étaient des victoires tactiques, des succès où qui finalement l'armée ne restait pas sur place. Donc c'est vrai que ce qui a été annoncé, en tout cas l'explication officielle que cela va permettre une installation plus dans la durée des forces de sécurité, ça c'est quelque chose qui répond aux demandes des populations. Ceci étant dit, c'est aussi une réforme qui va amener beaucoup de questions, qui amène aussi aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. Il y a plusieurs questions à se poser, notamment la question de la formation. C'est vrai aujourd'hui que les forces de sécurité, notamment la police, a une formation commune avec l'armée, ce qui est la formation commune de base. Mais il y a des formations approfondies qui ne sont pas faites avec les forces de sécurité, notamment avec la police. Donc, qu'en est-il de cette formation? Est-ce que les policiers seront formés au-delà de cette formation de base qu'ils ont? Ça, c'est une première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est aussi qu'en sera-t-il de l'organigramme, de l'organisation aussi de ces forces de sécurité? Aujourd'hui, la police à son sein a 3 corps. Il y a le corps des officiers, le corps des sous-officiers, le corps des commissaires. En ce qui concerne le corps des officiers, c'est vrai que l'appellation reste la même que dans l'armée. Ceci étant dit, ce ne sont pas les mêmes équivalences. Un colonel ou un capitaine, ce sera l'équivalent d'un commissaire dans la police. Donc, qu'est-ce qui va arriver de cette force, un petit peu de ce corps intermédiaire? Ça aussi, c'est une question à se poser. Et troisième question aussi, c'est que va-t-il devenir de l'appui? On sait que le Mali est quand même un pays qui bénéficie beaucoup de l'appui extérieur par rapport à tout ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, les forces de sécurité particulièrement. On sait aussi qu'on est dans une situation particulière où plusieurs partenaires ont décidé de ne plus soutenir les forces de défense et qui peuvent soutenir la police parce que justement c'est la police et que c'est pas une force de défense. Donc est-ce que ça c'est un dispositif qui peut continuer? Ça, la question aussi reste ouverte. Donc aujourd'hui, disons que il y a énormément de questions. Justement, je souligne même que le gouvernement n'a pas donné cette précision. Elle dit tout simplement dans son communiqué que l'armée malienne, la police, la protection civile qui va être militarisée vont avoir les mêmes avantages. Exactement, c'est ça. Alors, c'est sûr et certain qu'une réforme, ça prend du temps. Et c'est sûr et certain qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que la police était déjà militaire avant et que quand elle était devenue une police civile, ça a quand même pris beaucoup de temps pour que ceux qui étaient militaires puissent devenir policiers en termes de droits, en termes d'avantages, de ce que ça voudrait dire. Donc, je pense qu'il faudrait s'attendre à ce que ça prenne du temps aussi.
Mais effectivement, d'ici à ce que le projet soit étudié au CNT, j'espère qu'on aura quand même pas mal d'éléments de réponse. Une question que j'ai posée aux autres invités en demandant, en lien avec ce que disait le gouvernement dans son communiqué, que cette militarisation va permettre d'empêcher le retour des groupes terroristes après que la zone soit sécurisée par l'armée malienne. Est-ce que vous pensez que cette police militarisée, la protection civile, pourra réellement empêcher le retour des groupes terroristes? Et je pense qu'on l'a dit encore une fois, énormément de fois sur ce plateau, que la solution n'est pas tout sécuritaire. C'est pas uniquement une militarisation de la police, c'est pas une militarisation des efforts qui vont permettre de venir à bout de cette crise multidimensionnelle que l'on a, qui a d'autres pans sécuritaires aussi, économiques, sociales. Donc, la solution ne peut pas être que militaire, la solution ne peut pas passer uniquement que par la police. Ceci étant dit, il faut aussi se poser effectivement la question de savoir, est-ce que cette police militaire, elle sera suffisante même en termes d'effectifs pour pouvoir assurer cette sécurisation un peu plus large dont on parle. Il faut savoir que la police ces dernières années a aussi beaucoup essayé de recruter dans ses effectifs et que la police aussi a de plus en plus d'ambition d'ouvrir d'autres commissariats, même à Bamako, avec l'urbanisation où on voit de plus en plus de quartiers qui étaient en zone rurale qui reviennent un petit peu en zone urbaine et qui aujourd'hui sont du ressort de la police. Donc la police, en tant que police, déjà a énormément à faire déjà pour avoir plus d'effectifs. Donc il faudra aussi effectivement se poser la question, est-ce que même en termes d'effectifs, ce sera suffisant pour cette militarisation-là? Effectifs et formation, vous l'avez abordé, Dr Ali Tunkara. Et en ce qui concerne l'équipement, c'est également un défi à relever pour pouvoir équiper cette police et protection civile militarisée. Non, très rapidement, avant de répondre sur l'aspect équipement, sincèrement, quand vous dépassez Ségou jusqu'à Tombouctou, la police qui est déployée dans ces différentes localités, si vous dites à ces éléments que vous voulez les militariser pour qu'ils, en gros, qu'ils empêchent un retour probable de groupes radicaux violents, c'est plus qu'une insulte en fait. Comment ça? À partir des 100 déjà, toute la police s'est transformée en des fantassiens en fait. Je me demande si le ministre lui est sur le terrain. Expliquez un peu pour qu'on puisse mieux comprendre. Ce que je vois lors de mes différentes missions du terrain, à partir de Ségouville jusqu'à Tombouctou, partout il y a des commissariats, partout il y a une présence marquée de la police. Et cette police, elle est entièrement dans des fonctions qu'on pourrait qualifier de militaires. Donc vouloir aujourd'hui subordonner la militarisation un possible renforcement d'effectifs, des éléments des forces de défense, je pense que l'analyse, elle souffre quand même de pertinence. Il y a un véritable désordre. Mais s'ils jouent déjà le rôle de militaires, si ils sont militarisés et qu'ils deviennent officiellement des militaires en bénéficiant, comme le communiqué du gouvernement le précise, des mêmes avantages que les militaires, est-ce que cela ne pourrait pas plutôt les rassurer? Qu'en pensez-vous? Non, je ne vais pas faire de la géomatie, mais ça m'étonnerait que cela change quelque chose de positif. Parce que, d'abord, si vous regardez la garde nationale, on en parle moins, la gendarmerie et la police nationale dans le contexte malien. Et regardez les différentes missions qu'assurent ces trois corps. Mais le désordre, il est total. Parfois, pour encadrer des manifestations, la garde et la police ne se parlent même pas pour les mêmes manifestations. On a vu lors des événements du M5, ce désordre né même à la suite des événements de juillet 2020, qui serait même à l'origine justement de cette militarisation dont Mme Keïta faisait allusion à l'issue des assises nationales de refondation. Est-ce que cela veut dire que vous craignez une incompréhension entre les militaires en ce moment et les futurs policiers et sapeurs-pompiers militarisés? Il y a même une incohérence absolue dans le communiqué. Un pays en pleine crise sécuritaire, les institutions financières, nos différentes banques sont quand même gardées par la garde nationale. Mais franchement, de qui se moque-t-on? Donc, si l'on veut renforcer aujourd'hui les capacités en termes tactiques et même opérationnels, il s'agit tout de suite, aujourd'hui, lundi, demain mardi, que l'État du Mali suit des sérieux avec lui-même en termes de sécurité et même de la défense.
de carrément redéployer tous ces agents de la garde nationale, tous ces agents à l'intérieur du pays, de la gendarmerie, qui sont postés devant des institutions financières privées. C'est quand même ça. De 2012 à aujourd'hui, qu'avons-nous fait de ces agents? Personne n'en parle. Et puis, notre mystère, on ne sait même pas les différentes recettes, ils vont quand même m'insulter, les différentes recettes qui sont obtenues à la suite de l'usage qu'on fait de ces agents par ces institutions financières. Qu'est-ce que servent réellement ces recettes? Je pense qu'il y a tellement de zones d'ombre au sein de ce fameux corps de l'armée qui mérite d'abord d'être clarifié avant d'aller vers la militarisation de la police. Parlons maintenant de l'équipement de ces... Alors concrètement, en toute objectivité, si vous prenez par exemple les cas des forces spéciales qui sont un peu sur les chats sensibles, il y a quelques mois de cela, depuis décembre à aujourd'hui, lesquelles forces spéciales comprennent des policiers en leur sein. Donc pour dire que il y a des policiers effectivement qui sont équipés dans ce sens, mais majoritairement, on a quand même plus de 90% des policiers qui ne sont pas dans une dynamique aujourd'hui leur permettant, en termes d'équipement, en termes de maniement des armes lourdes, de faire face effectivement à cette menace terroriste dont le communiqué du gouvernement... Est-ce que cette décision sera donc une solution à ce... Cette décision chercherait d'abord à couper court au syndicalisme, à mon avis. Maintenant, progressivement, les nouvelles recrues du corps de la police pourraient effectivement bénéficier de ces formations conjointes avec leurs frères d'armes de la garde nationale, même si la garde nationale aussi s'est transformée en des fantassins aujourd'hui, de même pour la gendarmerie, parce qu'il y a quand même des soucis qu'on ne dit pas aux Maliens. Il n'est pas du ressort ni de la garde nationale, et ni de la gendarmerie, non plus de la police, effectivement, de faire face à ces inquiétudes de sécurité. Mais je comprends, le contexte l'impose. Mais il y a quand même un grand orphelin dont personne n'en parle. Les agents des eaux et forêts, mais ils vont rester des orphelins dans cette histoire. Or, comme on parle maintenant pour le moment des policiers et des sapeurs-pompiers, je vous redonne la parole tout à l'heure. On va à Ménaka pour demander à Sidi Barka. Aujourd'hui, tout de suite, Amadou Lougué disait qu'il faut une cohabitation entre les milices et ces futurs militaires, policiers et sapeurs-pompiers militarisés. Maintenant, quand on parle de collaboration entre forces armées maliennes et population, est-ce que vous pensez que cette militarisation pourrait favoriser cette collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population pour pouvoir lutter contre l'insécurité? Merci. Donc, moi, je pense que quand on parle de ce nouveau mode militaire, il va quand même falloir prendre des dispositions encadrées pour que ces gens ne soient pas le contraire de ce que désire la population. Je pense que si réellement c'est pour sécuriser la population, si réellement c'est pour être à la disposition de la population, je pense qu'il n'y aura pas du tout de problème. Parce que réellement, c'est une nécessité aujourd'hui, ce n'est pas gratuit lorsque le gouvernement a réfléchi à ce que ces corps aujourd'hui soient militarisés. Mais je pense que ces populations aujourd'hui, dans leur corps, dans leur chair, ont besoin aujourd'hui de quelqu'un qui va les aider, de quelqu'un qui va les soulager. Je serais très bien venu dans ces régions du Nord. Parce que réellement, nous sommes en train de souffrir. M. Toukara a fait une grande analyse, mais aujourd'hui, nous allons voir que ce que nous sommes en train de vivre, c'est après la sortie de cette crise que nous allons faire d'autres projections. Mais aujourd'hui, pour vraiment sauver cette population, pour aider l'armée, pour aider cet État, nous avons besoin de ce corps, la police, la protection civile, militaire, pour être auprès des populations aujourd'hui. Je pense que les réalités ne sont pas les mêmes. Et que nous sommes en train de vivre dans ces zones du Nord, vraiment, je pense que ces assises-là n'ont pas choisi aujourd'hui la militarisation de ces corps-là gratuitement, c'est parce que nous avons vécu des choses, nous sommes en train de vivre encore. Je pense que nous allons souhaiter la bienvenue à ces corps quand ils seront là pour sécuriser le Nord. Et qu'est-ce que vous attendez de ces forces-là? Nous attendons de tout seulement sécuriser la population, mettre la quiétude. Nous sommes vraiment aujourd'hui sur la pointe des pieds. Nous sommes, au moment où je vous parle, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et avec les défis soulevés par Mme Kaït Keïta et Dr Ali Tunkara en termes d'effectifs, de formation, d'équipement et même de collaboration, est-ce que vous pensez que ces défis plutôt pourront être relevés?
il est là, il est organisé. Quand ce traque est tout, il va falloir prendre des dispositions pour que ces gens-là soient dans les conditions requises pour faire leur mission. Et pour le moment, on ne va pas faire ces analyses-là. C'est vrai, on a besoin quand même d'analyser, d'étudier le nouveau système. Mais quand même, c'est nécessaire pour le Mali. Alors, Amadou Lougué, comment réussir ce défi de militarisation de la police et de la protection civile en lien avec les objectifs fixés par le gouvernement? Bon, la réussite de la militarisation de la police et avec des autres forces réside dans la bonne collaboration entre la population également et les forces armées de sécurité. Mais en partie, ceux-là qui ont pris la décision de militariser la police et la protection civile devaient au moins y réfléchir comment mettre à leur disposition les moyens conséquents afin que ces forces armées puissent pleinement jouer leur rôle. Vous savez, en partie, ce que nous avons constaté dans un premier temps, c'est qu'en tout cas, ceux qui étaient déployés au centre, précisément à Banyagara par le passé, on a constaté un sérieux problème d'équipement et de matériel, mais également un sérieux problème d'hommes, en termes d'effectifs. Donc, si aujourd'hui, ils viennent de prendre cette décision et qu'il y a une bonne collaboration et un appui conséquent, je pense qu'ils vont réussir la mission. Mais Lougué, si avec cet effectif actuel des forces armées maliennes, il y a des difficultés à les armer, est-ce que vous pensez qu'en rajoutant d'autres éléments avec la police et la protection civile, ce défi pourra être relevé? Justement, il revient maintenant aux plus hautes autorités de la transition qui ont pris la décision de militariser, en tout cas vont réfléchir comment également renforcer en termes d'équipement et de matériel. Sinon, je vous avoue que s'ils ne font pas ça, excusez-moi le terme, mais c'est bonjour le dégât. Parce que vous savez, l'ennemi n'est pas loin. Et que si aujourd'hui ces polices et la protection civile ne sont pas équipées comme ça se doit, s'ils ne sont pas formés comme ça se doit, je pense que c'est un vrai problème. Alors que le défi, il est énorme. Il est énorme et à ce niveau, il doit falloir également conjuguer les efforts pour qu'au moins ils soient capables s'ils sont attaqués, ils soient capables de riposter, mais aussi savoir garder ce qu'on appelle les territoires déjà libérés. Donc c'est important. Si toutefois, s'ils sont militarisés, il faudrait que les autorités militaires, les autorités de la transition pensent dans un bref délai comment les équiper, les former et les rendre opérationnels sur le terrain. Vous savez, au Mali, ce que nous, on a coutume de le dire, on prend des décisions aujourd'hui, mais vous savez, la mise en application de ces décisions traîne beaucoup. Et l'urgence est là. Il faut aller très vite. Pour aller très vite, il faut mettre les mains à la disposition de ces forces armées et également la police qui vient d'être militarisée. Donc, sans quoi, on ne peut pas, ce qu'on appelle, pouvoir relever les défis. Madame a souligné dans son intervention un cas qui est très important. Ce cas, c'est quoi? Vous savez, tout n'est pas militaire, hein? Il faut le dire. Aujourd'hui, tous ceux qui aspirent aujourd'hui à la paix, à la cohésion, vivre ensemble, n'est pas seulement militaire. Il faut penser à l'aspect économique. Il faut penser aussi au développement durable. Et c'est ça aussi qui va aussi permettre également à certains jeunes qui aujourd'hui qui sont tentés de regagner ces terroristes. Mais si, dans un premier temps, l'armée prend des décisions en termes de militarisation de la police et de la protection civile, mais également, en partie, il faut miser sur les moyens conséquents, les moyens qu'il faut mettre à la disposition, les moyens matériels et équipements pour rendre ces polices et la protection civile opérationnelle afin qu'ils puissent permettre de garder les zones libérées. Merci Lougué. À Mme Keïta, est-ce que cela veut dire que cette police et protection civile militarisée vont avoir un rôle de maintien de la paix? Alors, je pense que déjà, premièrement, oui, il y a un rôle de maintien de l'ordre déjà qui est un petit peu du rôle de la police actuellement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la police aussi devra avoir un rôle de défense par rapport à tout ce qui est lutte contre extrémisme violent. Encore une fois, mais aujourd'hui, quand on prend la police joue déjà un rôle de lutte contre l'extrémisme violent. Quand on voit l'ancienne Forsat qui a été reconfigurée autrement, il y a quand même
un objectif de faire en sorte que les forces de sécurité puissent aussi lutter contre l'extrémisme violent, même si le stade de militarisation, c'est quand même un grand pas en avant aussi par rapport à ceci. Et concernant les milices, quand Lougué pense qu'il va falloir une collaboration entre ces policiers et également les milices, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Je pense que c'est une question délicate. Après, il faudra aussi retourner un petit peu vers la source, vers la création de ces milices-là. En tout cas, ce qui a été très longtemps dit, c'est que les milices ont été créées pour se protéger à un moment donné où les effectifs de l'État ne permettaient pas de le faire. Justement, donc c'était aussi un petit peu d'autoprotection quand on regarde un petit peu, l'origine, l'historique de la création de ces milices. Il faut savoir que si on atteint nos objectifs, les objectifs de dire que l'État malien en soi est capable de ramener la sécurité sur les territoires, ça, ce n'est pas du rôle des citoyens simples de le faire. Ce n'est pas du rôle des citoyens de prendre une arme et de dire on va se défendre. On est dans un cas spécifique où les gens ont dit l'État n'est pas là, on est obligé de le faire, mais il va de soi que si on atteint l'objectif que l'on s'est fixé de dire il y a une plus grande sécurisation de ces zones, de dire que les forces de défense et de sécurité restent sur ces zones dans ces zones de manière un peu plus permanente, cela veut dire que, en tout cas, si on s'en tient à l'objectif, que voilà, ce sont des missions qui sont beaucoup plus efficaces et dans ce cas, qu'on n'aurait pas besoin de milices. Mais je pense qu'en fait, c'est l'efficacité qui va véritablement déterminer si, à la suite de cette réforme, les milices seront toujours là ou pas. Est-ce que les milices se sentiront plus en sécurité de dire maintenant on est protégé par l'État, on peut baisser les armes, ou de dire bon, finalement, ça n'a rien changé. Est-ce que vous pensez que ces milices accepteront la dissolution? Je pense qu'on a quelqu'un qui est de ces milices, donc ce serait intéressant de lui poser la question, justement. Amadou Louguène est président du conseil local des jeunes de Bandiagara et Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de Ménaka. Alors, je pose la question à Dr Ali Tunkara. Est-ce que vous pensez que cette militarisation, cette décision qui vient d'être prise pourrait permettre d'aller vers la dissolution, notamment si c'est ce que le gouvernement voudrait faire de ces milices? Je pense que l'histoire des milices est super complexe parce qu'elles sont quand même nées en grande partie à la suite d'un vide sécuritaire constaté. Mais lorsque vous interrogez les communautés dans leur grande majorité, qu'on soit avec les milices, ce qui est encore plus grave, d'obédience communautaire ou même des milices ethnicisées, c'est le cas chez les Peuls, c'est le cas chez les Dogons, qu'on soit avec les mouvements armés, parce qu'ils n'aiment même pas qu'on les appelle milices, voilà, les mouvements armés d'autodéfense dans les régions dites nord du Mali, clairement aujourd'hui, des études très sérieuses, des observations tout à fait désintéressées font état que ces éléments de groupes d'autodéfense ou ces éléments de groupes armés, signataires ou non signataires de l'accord pour la paix, sont par moment, par endroit, même source d'insécurité. Donc, vous voyez, maintenant, est-ce que l'État du Mali est-il capable aujourd'hui de se passer de ces groupes armés et de ces groupes d'autodéfense, d'obédience communautaire? Il faut être quand même réaliste. C'est vrai, incontestablement, des efforts importants en termes d'équipement, de formation, même sur le plan tactique opérationnel, sont en train d'être consentis par l'État du Mali, ce qui permet de nourrir l'espoir. Mais dans un avenir proche, il me paraît quasiment impossible aujourd'hui de dissoudre, qu'elle soit milice ou qu'elle soit groupe d'autodéfense dans les 5 années à venir. Maintenant, objectivement. 5 ans minimum. J'ai même peur, j'allais dire 10 années à venir. Maintenant, est-ce que quand on regarde tous ces checkpoints qui sont détenus entre... Mais Dr Ali Tunkara, cela risque de faire peur à beaucoup de Maliens. Est-ce que cela veut dire que l'insécurité restera encore 5-10 ans? Si je vais faire plaisir aux Maliens, je vais leur dire qu'avec le président Assimi Goïta, ils vont assister aux funérailles de l'insécurité. Mais pour être dans l'analyse, je ne suis pas du tout dans le pessimisme tout à fait anti-républicain. Mais ce que je constate, ce que je vois en termes de faits, si l'on parvenait à mettre un terme à cette insécurité liée au terrorisme, d'ici à 2030, il faut dire bravo à l'État du Mali.
Mais au-delà, sincèrement, ça ne m'étonne pas. Parce que quand je regarde l'histoire contemporaine du terrorisme à travers le monde, vouloir aujourd'hui vaincre ce terrorisme, vouloir aujourd'hui mettre un terme à tous ces clichés entre les communautés au centre du Mali, vouloir aujourd'hui clarifier la position très ambiguë du groupe signataire de l'accord pour la paix, vis-à-vis même de l'État du Mali et vis-à-vis même justement des autres communautés majoritairement mises sur la touche, sont entre autres malheureusement des aspects qui me font dire... militarisation, cette décision ne va pas changer grand-chose. Cette décision, elle va changer quand même quelque chose. Elle va mettre un terme au syndicalisme au sein de la police, mais dire qu'elle aura d'impact sur le plan sécuritaire d'ici à 5 ans, franchement, sauf si je vais faire plaisir au colonel, mais je ne le vois pas. On va demander donc qu'est-ce que Sidi Barka et Amadou Lougué pensent de cela. Sidi Barka, Dr Ali Tunkara estime que ça pourrait changer quelque chose par rapport aux revendications qui sont faites, notamment dans le cadre du syndicalisme au sein de la police malienne, mais en termes de lutte contre l'insécurité, de contribution au retour de la stabilité dans ces différentes localités dans lesquelles vous vivez, notamment au centre et au nord du pays, que lui, il est beaucoup plus pessimiste par rapport à cet objectif. Qu'en pensez-vous? À vous d'abord, Sidi Barka. Merci. Je remercie le Dr Tunkara pour son analyse. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui a besoin de beaucoup de réflexion. Je pense que pour le moment, le Mali ne regarde pas l'aspect syndicaliste ou autre chose. Le Mali aujourd'hui est préoccupé par une sécurité et une sécurité très multidimensionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette insécurité. Notre besoin, c'est que le Mali, aujourd'hui, déploie un effectif suffisant pour permettre aux populations, si vous prenez le cas de Menaka aujourd'hui, toute la région, les 5-7 de Menaka sont à Menaka, au chef-lieu de région. Toutes les populations sont à Menaka ville. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que l'effectif des militaires est insuffisant, les moyens sont insuffisants. Pour le moment, nous n'avons pas le système syndicaliste de la police. Est-ce qu'au cours de ces 2 dernières années, la situation s'est dégradée davantage ou est-ce qu'elle s'est améliorée donc? La situation s'est totalement dégradée de mars au moment où je vous parle à Menaka. Et même partout presque au Mali. Donc, et êtes-vous donc optimiste ou pessimiste par rapport à l'impact de cette militarisation quand elle se fera? Moi, je suis optimiste. Ok, on donne la parole à Amadou Lougué. Vous, quelle est votre analyse de ce que vient de dire tout de suite Dr Ali Tunkara? Bon, je partage en partie ce que le docteur vient de le dire, mais il faut essayer de dire que le terrorisme est transnational. Ce n'est pas seulement qu'au Mali qu'il y a le terrorisme, et c'est au-delà du Mali. Maintenant, pour vaincre le terrorisme, il faut vraiment des valeurs. Mais quand cela me tient, l'arme ne va pas casser la forêt. En tout cas, au pays de Congo, je vais parler de la région de Kanagara, au moins il y a une amélioration sécuritaire par rapport à un certain moment donné. Alors, si on parvient à militariser la police, je pense que ça va donner au moins un message politique. Maintenant, je voulais juste aborder la question de groupes de défense. Rapidement, oui. Voilà, c'est un problème un peu délicat parce que c'est les communautés qui se constituent rapidement pour au moins se défendre. Voilà, est-ce que donc la dissolution de ces milices, si toutefois l'effectif de l'armée malienne est renforcé comme vous l'avez souhaité, si elle est équipée, cette armée malienne suffisamment, la formation évoquée par Kadiatou aussi, elle est bien prise en compte, est-ce que cette dissolution tout de même risque de poser encore problème? Donc, en tout cas, c'est faire des petites solutions pour au moins les groupes de défense se reposer. Parce que l'idée, c'est de pouvoir au moins se défendre ces communautés. Merci Amadou Lougué. Et un dernier mot avec Kadiatou Keïta. Aujourd'hui, quelle est l'urgence pour qu'on puisse atteindre les objectifs de la stabilité du Mali?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de militarisation et c'est vrai que la militarisation, en tout cas le renforcement des capacités de l'armée, elle est nécessaire, elle est indispensable. Mais comme on l'a dit, il faut aussi regarder au-delà. Aujourd'hui, quand on regarde les raisons qui poussent les personnes à rejoindre les groupes extrémistes violents, parfois il y a des sentiments de marginalisation, des sentiments de discrimination et parfois des sentiments de protection de soi-même parce qu'on est face dans des environnements où l'État n'est pas là et on a des groupes qui sont tout puissants et finalement parfois pour se protéger on peut aussi intégrer ces groupes. Donc il faut aussi pouvoir donner des solutions à ces acteurs-là. D'un point de vue activités aussi à mener, je pense que ça c'est peut-être pour les partenaires internationaux, aussi des activités à mener qui doivent légitimiser l'État en fait. Pour l'instant on voit énormément d'activités où finalement on se dit l'État n'est pas là, l'État ne fait pas suffisamment d'actions, même pour tout ce qui est action sociale. Et merci Kadiatou Keita, nos 45 minutes sont écoulées. Vous pouvez suivre ces débats sur les chaînes de télévision Énergie TV et Renouveau TV dès ce soir, mais également un résumé de quelques parties de ce débat dans les différentes langues de diffusion de Studio Tamani, Bambara, Tamashek, Peul et Sonrai. Merci à nos invités, Sidi Barka, président du Conseil régional de la société civile de Ménaka, Amadou Lougué, président du Conseil local des jeunes de Bandiagara, Madame Kadiatou Keita, analyste des questions sécuritaires, Dr Ali Tunkara, chercheur au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. À la régie vidéo et audio, Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bonne soirée à toutes et à tous.